Vendredi dernier, devant le blocus pro-Gaza mis en place à Sciences Po Paris, des étudiants arborant kéfier et visages masqués ont circulé main en l'air, des mains peintes en rouge qui sont depuis plus de 20 ans le symbole morbide d'une scène de lynchage remontant au 12 octobre 2000 à Ramallah, le lynchage de soldats israéliens qui s'étaient perdus, effectivement. Alors de quoi ces manifestations aujourd'hui sont-elles le nom? Comment lutter contre l'antisémitisme qui est très inquiétant et comment renouer aussi peut-être le dialogue, la réconciliation? Pour en parler, notre invité en direct ce matin, c'est le philosophe, psychanalyste et écrivain Daniel Sibony. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors effectivement, des manifestations, Daniel, anti-israéliennes qui se poursuivent, qui se multiplient devant les universités aux États-Unis, mais donc aussi en France. Aujourd'hui, la direction de Sciences Po a accepté d'organiser une rencontre avec les étudiants ce jeudi 2 mai. Que vous inspirent ces actes et ces discours de plus en plus violents et surtout la capitulation de l'école en quelque sorte face à ces étudiants? Vous savez, j'ai enseigné plus de 40 ans à l'université. Depuis, je me souviens, mai 68, il y avait toujours un comité Palestine à l'université où on faisait la bonne action de soutenir le peuple palestinien dans sa lutte, etc. Et ça m'étonnerait beaucoup que à la faveur de ce qui se passe à Gaza, ces comités palestines prennent la moindre ampleur et réussissent à obtenir ce que 70 ans de malentendus n'ont pas réussi à obtenir, à savoir un État palestinien. C'est simplement aujourd'hui, le discours est beaucoup plus enrobé. Je viens d'entendre à la radio leur dirigeant, un certain Hicham. C'est très nuancé. Il ne parle pas du Hamas. Il dit qu'il condamne l'action du Hamas le 7 octobre pour sa cruauté, etc. Mais il ne condamne pas le Hamas. Et s'ils ne le condamnent pas, c'est qu'ils l'approuvent. Et c'est qu'ils entrent doucement dans le narratif, non seulement des Palestiniens, mais des islamistes. Or, ce narratif, ce n'est pas seulement de supprimer l'État juif, c'est de tuer les juifs, c'est-à-dire d'appliquer aux juifs la malédiction coranique prononcée contre eux et qui, pour l'instant, est peu connue. Et ce n'est pas M. Hicham et les petits meneurs de Sciences Po qui vont la faire connaître. Donc, c'est très enrobé. Par exemple, ils insistent constamment sur le droit international. C'est uniquement le droit qu'ils invoquent, sauf qu'ils disent, par exemple, que tant que la Cour suprême internationale ne s'est pas prononcée, alors que la dite Cour n'a pas dit que c'était un génocide, mais tant qu'elle ne l'a pas dit, on ne peut pas laisser la parole à des pro-israéliens. Alors dans ce cas, ils sont coupables jusqu'à ce qu'elle les ait accusés. Qu'est-ce qu'elle va juger, cette Cour? Bref, le nombre de contradictions et de confusions est savamment calculé pour ramener le maximum de monde. Et c'est vrai que parmi eux, il y a des gens, on ne parle pas de soutien au Hamas, on parle de soutien à la population de Gaza. Autrement dit, vraiment le maximum est fait pour... Alors Daniel Sibony, on l'a dit, des actions très violentes en ce moment. Hier, la tête de liste du PS et de la place publique aux Européennes, Raphaël Glucksmann, a dû être exfiltré de la marche de Saint-Étienne à l'occasion justement des manifestations du 1er mai. Certains, comme Samuel Lejoyeux ce matin, président d'Union des étudiants juifs de France, y voient quelque chose d'antisémite, justement. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous voyez aussi, vous, aujourd'hui, des similitudes entre ce qui s'est passé il y a 80 ans pour les Juifs, puisqu'on sait que ce dimanche aura lieu le Yom HaShoah, et ce qui se passe aujourd'hui? Absolument pas. Et je pense que c'est un gonflement médiatique qui est inévitable. Des médias qui ne gonflent pas un événement, et c'est des mauvais médias. Et donc, je ne crois pas du tout qu'on soit dans ce contexte-là. En revanche,
Pour ce qui est de la chasse aux Juifs dans des lieux publics ou dans des instances éducatives, là, c'est une question de droit commun et c'est l'État français qui doit intervenir. Là, c'était, qu'on se réfère ou pas aux années 30, c'est vraiment un défi qui est lancé à l'État, non seulement de faire évacuer les lieux, comme ça se fait aux États-Unis, mais d'assurer concrètement la présence, la liberté de présence, de mouvement et d'expression des étudiants juifs dans ces lieux. Et il faut savoir que, dans ma mémoire en tout cas, l'État français a failli sur ces questions. Je me souviens d'un collège rue Amelot, il y a une vingtaine d'années, au moment même où on mettait la plaque de marbre indiquant les noms des enfants juifs déportés de cette école, la direction déconseillait aux parents d'inscrire leurs enfants dans cette école. Donc, ça a chassé les enfants, beaucoup d'enfants du primaire et du secondaire. Si ça atteint aussi le supérieur, par suite de la chasse aux Juifs consécutive à cette idéologie qui est en fait celle du Hamas et qui, au-delà du Hamas, est celle des frères musulmans, c'est-à-dire de l'islam radical, qui se résume en une loi très nette et très simple, là où l'islam a une assise suffisamment importante pour dicter sa loi, les Juifs doivent partir. Ça, c'est la loi, ça s'appelle la charia. Si ça n'a pas été appliqué dans le monde arabo-musulman et si des Juifs ont pu survivre là-bas pendant des siècles, c'est qu'ils avaient un statut dans le cadre de la loi islamique, le statut de dhimmi. Malheureusement, entre guillemets, les gens des kibboutz au sud d'Israël ou les gens de Paris ne peuvent pas payer un impôt aux instances de l'islam radical pour demander leur protection, si vous voyez ce que je veux dire. Autrement dit, oui. Là, il y a un défi très précis lancé à l'État pour qu'il assure. C'est essentiel. Tout le reste, ça concerne la guerre idéologique. Oui. On parle de génocide. Il y a une instrumentalisation aussi de certains députés, notamment les députés LFI, de ce qui se passe. Mais évidemment, je voudrais dire un mot sur les victimes civiles de Gaza. Comme le Hamas ne déclare pas ses pertes, ça veut dire qu'elles sont comprises dans les pertes civiles. Ça veut dire que quand vous déplorez les pertes civiles à Gaza, vous déplorez qu'il y ait des pertes dans le Hamas. C'est assez fort. C'est en même temps le symbole de la confusion qu'on veut répondre et qui est de bonne guerre. Voilà, les Israéliens en Cisjordanie, c'est comme les nazis qui occupent l'Europe, ou à Gaza, c'est comme les Américains au Vietnam. On voit filer toutes ces comparaisons, toutes ces fumées qui servent à cacher le point essentiel qui a doucement émergé à l'occasion du 7 octobre, c'est que le Coran a programmé la mort des Juifs et que le Hamas, via les frères musulmans dont il émane, a ce programme en tête. Et si l'islam, encore une fois, ne l'a pas mis à exécution, c'est que les Juifs du monde arabo-musulman avaient un statut, ce qu'ils n'ont pas en Israël. En Israël, oui. les corps israéliens sont une cible théorique permanente. Alors justement, vous parlez d'Israël, Daniel Sibony. Vous étiez en Israël il y a quelques semaines où vous dites notamment dans un article du Point être allé partager, je cite, le deuil, un deuil profond, outre celui des morts, un deuil de soi, d'une image de soi. C'est vrai que Israël, le refuge du peuple juif, a été en quelque sorte profané le 7 octobre, cet endroit qu'on considérait comme un havre de sécurité finalement. Certains rescapés ont même dit avoir eu l'impression de vivre une deuxième Shoah, comme Mi Hachem qui est resté des dizaines de jours otage dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, en tant que psychanalyste, quel regard vous portez sur la société israélienne ? Écoutez, je pense que le 7 octobre a fait ce que n'auraient jamais pu faire des
des discours, des explications, etc. Il a réaligné les Israéliens sur ce qui fonde vraiment leur pays. Vous savez, quand j'ai écrit un livre il y a plus de 10 ans qui s'appelait Proche-Orient, psychanalyse d'un conflit, je demandais aux Israéliens autour de moi, d'après vous, qu'est-ce qui fonde l'existence d'Israël? Ils répondaient en général, c'est le vote de l'ONU, et ça va de soi. Je dis, mais vous savez, l'ONU, si elle votait aujourd'hui, elle voterait sa suppression. Donc, ils n'avaient pas l'idée de l'histoire longue, de la mémoire longue, de la terre ancestrale. Toutes ces choses-là, des jeunes Israéliens l'ont découvert en courant pour aller le défendre. Et ça, c'est quelque chose qui a été une claque de réveil. Et la claque plus douloureuse, c'est de perdre cette image de soi absolument assurée par la technologie, par toutes sortes de choses qui se dispensent de la dimension humaine. Et ça, et perdre une image de soi, c'est à la fois douloureux, mais ça peut être salutaire. Moi, je pense que, je vais vous dire un truc scandaleux, mais peut-être du point de vue de l'histoire, il aura fallu le 7 octobre pour que les Israéliens sachent ce qu'il est légitime réellement sur ces terres et pour que les Palestiniens commencent à voir que leur arme qui a toujours été utilisée depuis 1947 dans les djihad successifs, que cette arme, le djihad, ne peut pas aboutir parce qu'elle est trop forte, parce qu'elle programme la suppression des Juifs. Si ces deux partenaires commencent à pouvoir se connaître... Vous croyez encore, vous, Daniel, à la coexistence entre Israël et les Palestiniens? Très rapidement. Vous savez, ils sont là. Et je ne pense pas qu'ils vont s'évaporer ou qu'on peut les faire partir. Le problème, c'est qu'il ne peut y avoir coexistence que si dans les territoires où ils sont, la preuve est faite qu'ils ne préparent pas le djihad suivant. Parce que la logique, j'ai écrit un livre sur le 7 octobre, il paraîtra plus tard, mais la logique de tout le narratif depuis le 47, c'est chaque fois les Palestiniens refusent ce qui s'offre parce qu'ils comptent sur le djihad suivant pour avoir tout. Ils sont en train sûrement de réajuster les choses, mais ce n'est pas ni M. Hicham qui amadoue les belles âmes de Sciences Po, et ce n'est pas M. Sinoir qui vont les aider. C'est la réalité. Eh bien, merci beaucoup Daniel Sibony d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, écrivain, psychanalyste et philosophe français. Je rappelle le titre de votre dernier livre, L'entre-deux sexuel, publié aux éditions Odile Jacob, et vous donnerez justement 2 conférences le mercredi 15 mai à 20h et le jeudi 16 mai à 19h. Le 15 mai notamment dans le 6e arrondissement à la librairie Tchane au 125 boulevard de Montparnasse, et le jeudi 16 mai à 19h à l'université Paris-Cité, amphithéâtre Turing, bâtiment Sophie Germain, place Aurélie Nemours dans le 13e arrondissement de Paris. Merci beaucoup Daniel et je vous dis à très bientôt sur Radio J.